à tous et bienvenue dans Au coin du ring, l'émission de Ringside Story qui revient sur l'actualité de la WWE et de la scène française. Moi c'est Aurélie et je suis pas seule, je suis accompagnée de mes compères, de mes comparses qui sont obligés d'être là parce qu'ils travaillent. Laure, Thomas, salut, ça va? Hello. Ça va. Ouais, ça va Thomas aussi, ça va bien? Ouais, nickel et toi? Oui, ça va. Donc du coup, aujourd'hui, on n'est pas tout seul, nous sommes pas à 3, nous sommes à 4 parce qu'on a la chance d'être accompagné par Monsieur Hawkin. Hello. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté, vraiment, on s'est dit on envoie un message et puis on voit si ça marche ou pas, et ça a marché, tu nous as répondu une demi-heure après qu'on ait envoyé le message, donc vraiment merci beaucoup de prendre le temps pour nous et pour répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Bon, du coup, est-ce que... Bon, je pense pas qu'il y en ait, mais s'il y en a qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors oui, donc effectivement, moi c'est Monsieur Hawkin ou Mr. Hawkin. C'est vrai qu'il y a eu le débat juste avant, on peut dire les deux. Je prendrai jamais mal. Non, sinon, mon vrai prénom dans la vraie vie, c'est Robin. Et donc, je fais des vidéos sur le catch sur YouTube, principalement. Je fais aussi des lives sur le catch et aussi sur d'autres sujets. Et je fais tout ça donc depuis 2022. Et principalement, ce que je fais, c'est donc sur YouTube, c'est raconter des rivalités, des carrières de catcheurs, etc. Et à côté, je fais aussi un petit peu de la review, on va dire, en tout cas de la discussion autour des shows hebdomadaires sur Twitch. Ok, et est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le catch et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir créateur de contenu autour de ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer autour du catch? Alors, comment j'ai découvert le catch? Je pense comme beaucoup, j'avoue que vous, je sais pas à quelle époque vous avez découvert. Est-ce que vous êtes comme moi, génération N1 ou pas du tout? Ouais, pour moi, oui, c'est ça. Laure et Thomas aussi. Ok, oui, donc j'imagine qu'on a découvert un peu tous de la même manière en tombant dessus un peu par hasard. Moi, j'avoue que je sais même pas exactement, parce que vu les horaires auxquels c'était diffusé, je sais pas du tout quel hasard a fait que je suis tombé dessus, parce que je regardais jamais la télé à cette heure-là, mais apparemment, il y a eu un soir où je suis tombé dessus, et ouais, j'ai eu de la chance finalement. Et après, j'ai jamais vraiment lâché à partir de, je pense, fin 2008, début 2009. Mon repère, c'est toujours le Royal Rumble 2009. Je sais que le premier pay-per-view que je le vois pas en direct évidemment, mais en tout cas dont je vois les résultats, c'est le Rumble 2009. Et ouais, en fait, j'ai très vite fait des vidéos sur le catch, même quand j'étais enfant à cette époque-là. Ok. Donc je faisais les vidéos de genre d'unboxing de figurines ou je faisais des trucs de stop motion aussi. Je sais pas si vous avez la rêve de ces vidéos. Oh. Ouais. Ça c'est stylé par contre. Hein. Bon, après j'étais un nulard. Hein. Moi je voyais les mecs qui faisaient les Américains, ils faisaient des trucs de fou où vraiment le pied avancé, ils articulaient la jambe, etc. Et moi je me lançais, j'étais là, ok, j'ai vu la vidéo, je vais faire un truc nickel. Et au bout de 5 minutes, j'avais 10 ans, donc j'étais là, bon vas-y, j'avais aucune patience. Donc... Il y a des archives de ça qui existent encore ou t'as tout supprimé? Qui existe sur YouTube, non. Mais moi, j'en ai gardé. En fait, le truc, c'est que les 3/4 de ces vidéos-là, les trucs stop motion, je crois que je les ai jamais postés. Ok. Donc, je les ai gardés moi. Et après, j'ai fait l'erreur classique de tout enfant quand tu commences à avoir 14-15 ans j'ai honte de mes vidéos, donc je les supprime. En fait. Oui. Ouais. C'est ça. Et tu regrettes? Je le regrette. Ah, mais... Oh non. Mais c'est terrible, parce qu'il y a des... Et encore, j'en ai gardé quelques-unes, et je pense que celle que j'ai gardée, c'est celle que j'ai jamais postée, en fait. Mais je suis dégoûté de pas voir... parce que au début, je faisais quand même des vidéos où j'osais pas montrer ma tête, donc j'avais un faux masque, contrairement à la peluche CM Punk. J'avais un faux masque de Rey Mysterio qui avait été acheté sur un marché. Oh non. Je suis dégoûté, malheureusement, j'ai plus ça. Ah non, c'est dommage, ça aurait fait des beaux souvenirs et ça aurait été une belle évolution quand même de revoir ça d'avant et de maintenant. Là, tu dis, ah ouais, quand même. Chemin parcouru. C'est clair. C'est ça. Mais ouais, donc du coup, j'avais toujours un peu fait des vidéos sur le catch. Donc à cette époque-là, quand j'étais petit, un peu plus tard, quand j'avais 15-16 ans, j'avais commencé à faire plutôt sur les jeux 2K, etc. Oui. Et en fait, après, j'ai découvert les chaînes, principalement la chaîne Wrestling Gifs, qui fait... un peu en fait, c'est même plus vraiment la même chose que ce que je fais moi. C'est plus proche de ce que j'ai fait dans la première vidéo de retracer un peu ses souvenirs de catch de l'époque, etc. Et donc, j'ai découvert ça. Je me suis dit, tiens, il y a personne qui fait ça en France et je trouve ça cool. Et donc, je me suis dit, je vais parler de la génération NT1 avec laquelle j'ai grandi, du coup. Et voilà, c'est ça à la base qui m'a... Le fait que j'ai toujours fait des vidéos et le fait de découvrir, entre guillemets, un peu ce concept où je me suis dit, ça peut être cool...
Mais je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait, ouais, tu l'as tout de suite su. Enfin, comme tu disais, dès que t'avais 10, 11, 12 ans, t'as commencé à créer du contenu à ton niveau quand t'étais plus jeune. Et je trouve ça hyper cool parce que tu l'as tout de suite su en fait dès le début que tu voulais peut-être faire des vidéos, ça a tout toujours ça. été ça, ouais. C'est pas sorti de nulle part, tu vois. Déjà, quand t'étais gamin, même pour toi perso, c'était visiblement un truc, créer des vidéos qui faisaient partie de toi d'une certaine manière. Ouais, bah carrément. Après, il y en a beaucoup. Vous avez pas fait, vous, quand vous étiez petits? Vous avez jamais eu l'arc youtubeur Non, pas trop. Jamais non, moi pas perso, youtubeur, moi. Moi, je faisais des petites vidéos, tu vois, genre, on faisait des... qu'est-ce qu'on faisait? Alors, sans rien à voir avec le catch, mais on faisait des scénarios, ça, on était très... J'avais un ami, William. Oui, bon, un ami en commun à nous. Je me rappelle, on avait fait un espèce de remake de Scream à 10 ans, voilà. Ah ouais, je savais même pas. Ah, trop drôle. Donc, c'est un peu la honte, ça, par contre. Donc, ça, je le ressortirais vraiment pas de mon côté. Mais oui, donc pas youtubeur, mais des petites vidéos. Je pense qu'on en a tous un peu fait des petits trucs un peu créatifs comme ça. C'est bien, il faut explorer différents thèmes pour savoir ce qu'on aime ou pas. Bah carrément. Et du coup, pour revenir un peu plus en arrière, alors, je sais pas trop si tu veux en parler ou pas, mais avant tu deviennes créateur de contenu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours si ça te dérange pas? Ouais, bah pas de souci. Mais en fait, du coup, j'ai eu beaucoup de chance, et c'est là, je ferai jamais, c'est ce que je dis à chaque fois, je ferai jamais le mec de dire aux gens, croyez en vos rêves, je sais pas quoi, parce que mine de rien, il y a quand même un énorme facteur chance que je peux pas nier. Bien sûr. Parce qu'en fait, quand j'ai fait des études d'informatique, j'ai fait IUT informatique, licence informatique après et master, principalement parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. C'est un peu con d'aller aussi loin dans les études quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, mais j'avais un peu ce truc de me dire, tant que je reste dans les études, au moins je suis safe, quoi. Et finalement, j'ai bien fait parce que du coup, mi-2022, fin 2022, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, on va dire pour de bon, j'ai fini mon master à ce moment-là, et ça a marché suffisamment vite, et encore une fois, c'est là que j'ai eu beaucoup de chance, pour que je puisse me dire à la fin de mon master, donc j'ai fini en septembre, je me suis dit jusqu'à la fin de l'année, je vais essayer de voir pour continuer les vidéos, si jamais ça marche, tant mieux, sinon tant pis. Donc voilà, globalement, on va dire études d'informatique sans vraie conviction. Ok. mais non, mais voilà. C'est au moins t'avais quand même un backup au cas où, enfin un plan de secours si jamais, voilà, malheureusement les vidéos marchaient pas, t'avais quand même de quoi rebondir au cas où. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Oui, je pense que si, en fait, je sais pas. Je pense que si je m'étais lancé dans les vidéos, en fait, le timing était vraiment bon parce que si je m'étais lancé dans les vidéos peut-être avant de commencer le master. Je sais pas à quel point j'aurais pu me dire, là vraiment c'est tombé au moment où j'avais plus rien à faire, et donc je me suis dit je me laisse jusqu'à janvier, et ce qui a fait que pendant les premiers mois j'ai vraiment pu faire beaucoup de vidéos et me plonger à 100% dedans, donc mais c'est vrai que j'avais quand même un parachute derrière, quoi. Ouais, mais heureusement, enfin je pense que c'est aussi un peu rassurant peut-être d'un côté, même si l'informatique c'était pas trop ce que tu voulais faire, et voilà, mais c'était quand même peut-être rassurant pour toi de te dire je peux me permettre de me lancer, et puis voilà, si jamais ça marche pas, j'aurais toujours le plan de secours de ton master en informatique, et te dire t'essayes, et si ça marche tant mieux, sinon tu feras autre chose. Ouais, carrément, surtout que en fait je pense que c'est très très dur de se lancer dans un truc comme ça quand t'as un travail à côté à plein temps, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que le fait que tu sois, que t'aies terminé tes études, que tu sois entre guillemets au chômage, je sais pas si t'étais au chômage à ce moment-là quand t'as fini tes études, mais j'avais rien. Ouais. Bon, t'étais sans rien, mais du coup ça t'a aidé parce que t'as pu mettre ton 100% de ta concentration et ton temps dans la création de contenu, et ça a payé, et on est très content pour toi. Eh bien merci, c'est gentil. Et du coup, je vais prendre le relais, on va parler un peu plus catch, si ça te va. Avec plaisir. Pour toi, quelle est la plus grande évolution, quelles sont les plus grandes évolutions du catch ces dernières années, selon toi, donc catcheur, période, tout cumulé, qu'en penses-tu? Ok, en vrai, je pense que je pense que la grosse évolution, c'est quand même la multiplication des réseaux sociaux en tout genre, etc., et notamment des formats courts qui, en vrai, et même c'est une critique pour beaucoup de gens qui ont tendance à impacter pas mal même les programmes de, j'allais dire WWE principalement, mais je pense de beaucoup de promotions de catch aussi. Donc en vrai, ça c'est un gros changement, et je sais pas si c'est un truc qui va avoir tendance à se
à s'amplifier encore plus avec le temps, dans le sens où il y a de plus en plus de promotions qui vont chercher à faire des matchs ou des histoires pour les clips, quoi. Mais après, bon, mine de rien, c'est bien et mauvais, parce que je pense pour les grosses structures, c'est potentiellement plutôt mauvais. Mais pour les plus petites structures, c'est un très bon moyen de se faire connaître. Typiquement, j'imagine, dans le catch français, etc., ça doit être... je pense que c'est le genre de truc qu'il faut utiliser... Ouais, faut que ce soit utilisé, à bon escient. Bah, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut pas que ça prenne trop le pied non plus sur les programmes principaux, quoi. Totalement. En plus, ça me fait même penser aux petites structures où ça peut vraiment les faire exploser. Ça fait penser sur la scène française, la CCC, qui ont fait leur show sur l'eau. Sur l'eau. Oui, t'en as entendu parler. Des millions de vues à l'international, ça fait exploser le truc, quoi. Ouais, c'est une folie. Ça. Après, le truc, ce qui est un peu dommage, c'est que je sais pas à quel point... C'est aussi le problème de ces trucs de clips, etc. C'est qu'en fait, ce truc-là peut faire des millions de vues, mais je sais pas à quel point ça se traduit directement en vrai truc derrière pour la structure, quoi. C'est ça qui est un peu dommage aussi, c'est que quand t'es WWE, tu peux te permettre de faire des trucs pour les clips, parce que bon... C'est ça, ouais, faudrait... T'as pas grand-chose à perdre, en soi. Tout est déjà acquis. C'est sûr. Ouais, carrément. Et puis même, tu peux avoir tendance à... Pardon. Mais je pense WWE, il peut aussi avoir tendance à se dire... c'est grâce à ça que notre truc progresse et qu'on fait plus d'argent, etc. Alors qu'en fait, bon, ils le feraient pas, ce serait pareil, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Exactement. Bah ouais, mais c'est vrai. Et du coup, pour continuer, quel est le style de catch que tu affectionnes le plus, qui t'attire le plus, ou quel aspect dans le catch Ok, ouais, parce que j'avoue, style de catch, je saurais pas trop de répondre, parce qu'en vrai, ça a beaucoup changé au fil des années. Au début, Au début, j'ai été très catch aérien, genre Jeff Hardy, Evan Bourne, parce que c'est au début je regardais, etc. Mais ouais, donc style, c'est compliqué de répondre, mais l'aspect... mais ça, le problème, c'est que je vais me mettre des gens à dos. Non, c'est même pas ça, c'est que l'aspect, moi, qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les histoires racontées, en fait. Et c'est pour ça que je pense que sur certains points, c'est pour ça que je vais avoir des avis différents avec certaines personnes, parce que les gens qui sont très axés catch purement technique, pur, etc., même si ça raconte une histoire dans le fond, voilà, on va pas avoir forcément les mêmes goûts, quoi. S'il y a une histoire, après le match, il peut être dans le style à peu près, même si le match est nul, je peux être content. Donc finalement, tu vois, j'ai pas de... Ouais, mais j'avoue, moi, je préfère quand il y a des histoires qui sont trop longues, ça me saoule vite, j'avoue. Quand on a une promo de 15 minutes de John Cena ou je sais pas qui, allez, on passe à autre chose. Enfin, moi, je suis un peu, j'aime bien, je suis là pour regarder du catch, j'ai envie que ça catch, mais après, j'apprécie, par exemple, la Bloodline, les promos, les trucs, j'ai adoré à l'époque. Mais c'est vrai que quand c'est trop long, les histoires, des fois, ça me lasse un peu. Mais c'est perso. Après, j'ai pas forcément, c'est pas parce que j'ai un truc en particulier, c'est... Ouais, mais je suis d'accord en plus. Enfin, ça, c'est aussi le truc, c'est il y a un juste milieu, quoi. Et malheureusement, des fois... Ouais, c'est un peu tout ou rien, quoi. Avec la WWE, c'est... Mais c'est là où toi, Laure, toi, t'es très attachée aux histoires. Je me souviens, on en a déjà discuté en off, enfin, tout ensemble. Tu m'avais dit que toi, si t'as besoin d'une histoire pour plonger dans un match et te dire... Ouais, j'aime pas. Bah, par exemple, récemment, pour l'exemple du AJ Styles John Cena qui a été fait, moi, même si le match, j'ai envie de le voir et qu'il était cool et tout à voir et tout, bah, le fait que ça se soit fait sur Twitter comme ça, un peu sorti de nulle part, j'avoue que voilà, moi je préfère quand il y a qu'on me donne une bonne raison de regarder du catch, parce que sinon, enfin, tu vois, typiquement, genre, je trouve qu'il n'y a pas de catch sans cet aspect scénario, moi personnellement. Sinon, enfin, je regarde de la boxe ou du MMA, enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu ça aussi la subtilité avec le catch. Donc ouais, les histoires, c'est quand même important. C'est sûr, carrément. C'est tout l'inverse. Hein. Moi, l'histoire, pour moi, c'est à côté. Si on a eu tant mieux, si on n'a pas, je kiffe quand même. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est vrai que tu viens de le dire, parce que le catch, c'est vraiment j'ai l'impression la seule discipline où il y a cette différence au sein des gens qui regardent. Parce que même si les trucs MMA, boxe, etc., maintenant ils commencent de plus en plus à essayer de faire presque des storylines en fait, mais t'auras jamais un mec qui te dira moi je regarde tel combat de MMA ou de boxe pour l'histoire qui est racontée. C'est souvent parce que voilà, qui est le meilleur des deux, quoi.
C'est ça, mais parce qu'en fait, le catch, c'est devenu comme un film ou une série, quoi, en fait. Et du coup, on est accroché par l'histoire et puis on a envie de savoir ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, il y a beaucoup d'aspects qui fait en fonction des personnes, c'est propre à chacun. Mais du coup, toi, Monsieur Okin, quels sont les catcheurs ou promotions, donc à l'international ou en France, qui mériteraient un peu plus d'attention? Selon toi. Ok. Alors, tu m'as dit promotion et catcheur, les deux? Ouais, c'est comme tu veux, si t'es inspiré. Comme tu le sens. Ouais, alors j'avoue qu'en promotion, je serais pas giga inspiré. Bah, en fait, le truc, c'est que de mon point de vue, tout ce qui a très peu de visibilité, bon, sauf les trucs vraiment sombres, mais tout ce qui a très peu de visibilité et qui fait des trucs cool, bah forcément, ça mériterait d'être plus vu parce que, encore une fois, l'avantage du catch, c'est que il y a tellement de trucs différents dans le catch qu'il y aura toujours un public pour tout. Et même si, typiquement, le catch français, vu là où je suis, il y en a peu proche de chez moi, donc je le suis que de loin sur les réseaux, je vois des trucs très très cool dans à peu près toutes les structures qui se font, en tout cas celles qui font le plus de shows. Et ouais, après des catcheurs qui mériteraient plus de visibilité. En fait, c'est dur parce que ceux auxquels je pense, j'estime qu'ils en ont déjà pas mal. Genre là, par exemple, je pense à MJF, qui, oui, on peut dire qu'il mérite plus de visibilité parce que, voilà, moi j'adore ce qu'il fait, mais mine de rien, voilà, il est quand même à un niveau où, je suis pas le seul à dire que, voilà, il est très fort. Mais après, moi, c'est vraiment chez WWE, donc c'est pareil, la visibilité, elle est là. Mais moi, je trouve que Austin Theory, je trouve ça dommage que on lui en donne pas plus. Bon, là, il est blessé, mais je trouve ça dommage que, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent en gros, il est pas là, on s'en fout, voilà. Alors que moi, ça fait vraiment partie des gars dont j'attends énormément à l'avenir. Donc, ouais, voilà. Bon, j'ai pas énormément de contenu à donner sur cette réponse, mais parce que du coup, tu suis de loin le catch français, c'est ça? T'es pas trop, parce que t'es de quelle région, si c'est pas indiscret? À la base, là, la plupart du temps que j'ai passé sur YouTube, j'étais autour de Toulouse. D'accord. Là, je suis monté un peu plus, mais toujours à l'échelle du sud de la France, donc je suis pas allé très loin. Et le truc, c'est quoi? En fait, le moindre show de catch, il est très vite à 2h30, 3h de route. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Donc, ça nécessiterait de prendre en plus un hôtel, de s'organiser. Tu te bloques un peu un week-end ou une grosse soirée. C'est quoi, ça, ouais. C'est compliqué. Mais t'aimerais bien plus, entre guillemets, t'investir dans le catch français ou pas forcément? Quand je dis investir, c'est justement aller voir des shows. Si les opportunités te les donnent, est-ce que c'est quelque chose qui te tente ou pas forcément? Tu préfères peut-être plus rester du côté américain, WWE ou... En vrai, je sais que sans vivre un show en direct, c'est toujours cool sur place. Bon, alors je suis jamais allé voir des shows de catch non français, donc je sais pas les ambiances qu'il y a dans les autres pays, mais je sais qu'en France il y a toujours une ambiance cool et que quand tu sors du show t'as passé un bon moment. Donc oui, après le truc c'est qu'en fait c'est exactement ce que tu dis. Plusieurs fois il y a typiquement BZW qui m'a proposé de venir sur des shows, etc. Le problème c'est qu'en fait si je viens sur un show, c'est vraiment un week-end complet que je bloque de trajet, etc. À Paris, c'est tombé de la pire des manières parce que j'étais là de toute façon pour Clash in Paris. Il y avait le show le soir, mais j'avais un autre truc moi ce soir-là qui faisait que j'ai pas pu, qui a fait que j'ai pas pu aller. J'étais dégoûté parce que c'était vraiment le moment où de toute façon je faisais le déplacement. Bien sûr, les étoiles étaient presque alignées quoi pour que. Mais toujours pas. C'est dommage, non, mais ça viendra. Oui, c'est sûr. Oui, avec l'essor du catch français, il y aura bien une occasion qui finira par tomber, quoi. Oui, c'est ça. J'espère. Du coup, moi, je vais reprendre la main du côté création de contenu. Du coup, comment choisis-tu tes sujets et est-ce que tu as une méthode particulière lorsque tu fais une vidéo? Alors comment je choisis mes sujets, ça dépend. C'est-à-dire que des fois, c'est juste... Alors des fois, c'est des sujets auxquels j'ai pensé comme ça... Juste dans ma journée, je pense à un truc, je le note, et ensuite je fais un peu un planning de tiens, je pourrais le caler à telle date, etc. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui me font soit des recommandations, soit même qui me demandent ce serait intéressant de parler de tel sujet, etc. Et moi, ça me donne des idées comme ça. Et de plus en plus, je me rends compte que quand je parle d'un sujet, forcément, je me plonge un peu dans une période, ça peut être quelques mois ou quelques années. Et dans cette période-là, je vois des catcheurs ou je vois des bouts de show qui parlent d'une autre rivalité et ça me rappelle des trucs. Par exemple, quand j'ai parlé du règne de CM Punk, justement, c'est là que je me suis rappelé de Mason Ryan que j'avais complètement zappé.
Et donc j'ai vu ce mec parce que je sais pas, il devait être sur un épisode de SmackDown à cette époque-là. Je me suis dit tiens, bah hop, nouvelle idée de vidéo. Donc en vrai, ça vient un peu de partout, mais majoritairement du fait que bah, comme je passe un peu ma journée à regarder des shows pour écrire la vidéo suivante, je tombe souvent sur des extraits de rivalité, de matchs ou trucs dans le genre, et ça me fait penser à des sujets. Oui, du coup, tu passes. Est-ce que t'es pas lassé du catch Est-ce que ça fait vraiment une grosse partie de ta vie si tu passes, ne serait-ce que sur l'aspect recherche, toi, regarder les weekly parce que du coup, bah, t'as ton podcast où tu fais de la review. Est-ce que t'as pas des overdoses des fois quand même? En fait, le truc, c'est ça, c'est que quand il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi tu regardes pas? Parce que bon, maintenant, j'essaye de regarder un peu, mais souvent, je regarde en faisant quelque chose à côté, tout ce qui est, par exemple, NXT, AEW, etc. Oui. Et souvent, on me demande, pourquoi tu regardes pas ça? En fait, le truc, c'est qu'effectivement, quand j'ai passé ma journée à regarder du catch, quand elle est finie, c'est pas que je suis pas à bout, genre, quand je regarde les weekly, je les regarde toujours avec plaisir, les PLE, pareil, etc. Mais juste, mon temps libre, effectivement, en gros, ce que je faisais avant sur mon temps libre, regarder du catch, comme maintenant, je le fais toute la journée, bah, je fais autre chose sur mon temps libre. Parce que oui, effectivement, ma journée, elle est soit j'écris une vidéo, soit je l'enregistre, soit je monte, mais dans tous les cas, ça tourne autour de ça. Ok, et ça t'arrive d'avoir une journée type, justement, tu dis par exemple le matin, de n'importe quoi, de 9h à 10h, tu regardes un show, et après de 10h à midi, tu écris, et après tu tournes. Est-ce que t'as une journée type un peu, ou c'est vraiment, tu fais ça au jour le jour? Ouais, non, apparemment, c'est pas le truc que font la plupart des youtubeurs, mais moi, j'arrive à être assez carré sur le truc. Okay. Donc ouais, en gros, je suis toujours sur 2 vidéos en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, lundi, donc on va plutôt partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai terminé d'écrire la vidéo qui sort du coup dimanche prochain. Ouais. Okay. Donc lundi, je vais enregistrer la vidéo. Attends, là, je suis perdu. Oh, désolé. Oui, non, lundi, je vais enregistrer cette vidéo-là que j'ai fini d'écrire aujourd'hui. Okay. Et lundi, je vais enregistrer cette vidéo et commencer l'écriture de celle qui sort le dimanche d'après. Donc en gros, sur une semaine, je suis toujours sur l'écriture de la vidéo de la semaine plus loin et l'enregistrement et le montage de la vidéo qui sort à la fin de la semaine. Donc oui, voilà, j'ai un peu cette organisation-là où en fait, tous les jours, je fais à la fois de l'écriture et du montage. Et normalement, je suis à peu près calé pour que le lundi, j'enregistre la vidéo et ça me laisse après toute la semaine pour la monter tranquillement. Bon, sachant que voilà, je fais pas que le montage vu que je fais aussi à côté l'écriture de l'autre vidéo. Donc oui, là-dessus, j'ai un programme qui est généralement assez fixe. Ouais, et puis assez chargé aussi parce que bon, t'as ta vie à côté quand même. C'est voilà, t'as des oui, voilà, oui. C'est assez quand même. Après, ce qui est bien, c'est que justement, là, j'imagine vous aussi, à force de faire des émissions, etc., tu t'habitues et donc du coup, ce qui au début te prend 3 heures, à la fin, ça t'en prend plus qu'une. C'est ça, donc tu t'habitues, ça va plus vite. Ouais, carrément, ouais. Ok. C'est clair. Et du coup, quand tu fais tes vidéos et tout, quelles sont les principales difficultés ou les challenges que tu rencontres, toi, en tant que créateur de contenu? Des difficultés, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Parce qu'encore une fois, j'estime quand même avoir beaucoup de chance. Je fais pas le métier le plus dur du monde. Donc, moi, le principal truc qui me bloque et qui me limite énormément, je trouve, c'est le problème des droits d'auteur qui est que je peux pas mettre de vidéos trop longues, d'extraits trop longs. Et effectivement, c'est... En gros, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un peu ce côté frustré de me dire « Ah là, c'est dommage parce que il y a un enchaînement qui est hyper sympa, par exemple. » Mais pour voir qu'il est sympa, il faut le voir dans son intégralité et juste mettre une photo avec un court extrait vidéo, etc. Ça rend pas hommage exactement au truc. Donc, le principal problème, c'est ça. Et je pense que malheureusement, c'est un truc que j'aurai toujours parce que je vois mal la WWE me dire régale-toi, prends les vidéos. Ouais, vas-y frérot, tu l'as mérité, t'as bien travaillé. Non, ouais, c'est dommage qu'on vive pas dans un monde comme ça. C'est vrai que nous, du coup, on fait toujours des récaps aussi de différents weekly. Et c'est vrai que à l'époque, quand on a commencé, on faisait des extraits vidéo et c'était très parlant. Mais moi, c'était bien. On est vite reparti en mode image parce que, effectivement, droit d'auteur, tu te retrouves bloqué. Et c'est dommage parce que, comme tu l'as très bien dit, il y a des fois, tu veux dire des choses et les raconter. Et c'est très difficile sans l'image, des fois, de raconter certains segments. De catch quoi, enfin. Ouais, non, c'est clair. Hein. Ouais, faut réussir à s'adapter. Faut s'adapter, essayer, mais c'est pas. Les plateformes, mais ça rend pas les choses faciles.
Ouais, mais c'est clair. Surtout que je crois qu'en théorie, en France, on est censé avoir le droit d'utiliser même des vidéos. Ouais. Si c'est pas juste le contenu pur et dur comme ça, t'es censé avoir le droit. Mais bon, forcément, les Américains, ils s'en foutent un peu de... Ouais, je pense que tu dois un peu batailler. Et est-ce que beaucoup de créateurs de contenu sont prêts à batailler pour chaque vidéo qui sortent C'est ça. Je pense que c'est beaucoup, quoi. Non, puis surtout face à une très grande entreprise qui est la WWE, bon, je pense que... Voilà, c'est perdu d'avance. Voilà, je pense que c'est tout. On va dire, bon, bah ok, bah on change, tant pis. Mais du coup, sur une note un peu plus positive, est-ce que tu as un moment ou une vidéo dont tu es particulièrement fier? En vrai, les vidéos, fier, c'est peut-être... Ouais, non, si, en vrai. Les vidéos dont je suis le plus fier, je pense, c'est les 3 parties de l'iceberg et le règne de Roman Reigns aussi. Enfin, en tout cas, c'est celles que j'ai pris le plus de plaisir à faire et qui m'ont vraiment marqué en les faisant. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos que j'ai fait qui sont longues. Sur le moment, j'étais focus dedans, j'étais bien, etc. Mais c'est triste, mais aujourd'hui, je les ai pas oubliées, mais elles m'ont pas autant marqué que celle-là. Donc ouais, en termes de vidéos, c'est vraiment ça. Et après, mine de rien, en termes de moments qui m'ont... C'est pareil, c'est pas vraiment forcément de la fierté, c'est plus ça m'a fait plaisir et ça m'a fait réaliser un peu... que ce que je faisais pouvait plaire à des gens, etc. C'est toutes les fois où j'ai pu rencontrer des gens en vrai qui regardaient mes vidéos, que ce soit typiquement à Backlash ou à Clash in Paris ou dans une convention que j'avais fait l'an dernier. Donc ouais, et puis en vrai maintenant je pense à un truc aussi, c'est con, mais la première fois c'était en 2023, c'était pour le live event à Paris 2023. La première fois que j'ai pu faire une vidéo et faire un truc avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, là il y avait quand même un petit côté de j'ai été enfant, je les ai regardés, etc. Et le fait de faire un vrai truc avec eux, j'étais là, ça c'est cool. Ouais, j'ai d'être ça, quoi. Un accomplissement, quoi. Ouais. Non, mais c'est beau, c'est une belle... un beau, on va dire, entre guillemets, trophée que la vie t'a donné, quoi. C'est de dire, je peux mettre ça sur ma petite étagère, de dire, j'ai fait un truc avec... Christophe et Philippe, et ça c'est la classe, quoi. Tu peux. Ah ouais, mais là quand on est allé à Clash in Paris, j'ai mangé avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Pardon, monsieur. J'étais là dans la tête, je me suis dit, mais je reviens voir moi à 10 ans qui regarde le catch, je dis, mec, dans 15 ans, petit repas et je fais jamais de la vie, je crois à ça, le truc n'existe dans aucun monde. Donc c'est beau, quoi. T'as réalisé un peu ton rêve. Enfin, je t'ai pas demandé si c'était ton rêve, mais t'as réalisé en tout cas ce que tu voulais faire, peut-être. Ouais, carrément. C'est beau. Moi je vais reprendre la suite si ça te va, on a presque fini. Donc on va plutôt parler de ta communauté et tes fans. Du coup, comment tu décrirais ta communauté et tes interactions que tu as avec ta communauté autour du catch? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que tu as quand même un peu des détracteurs? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, des fois ils te donnent des idées de suggestions pour les vidéos, tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Ouais, en fait le truc c'est que moi je vois un peu les choses séparées, dans le sens où il y a la grosse communauté de YouTube, on va dire, qui est elle-même séparée entre ceux qui regardent régulièrement les vidéos, qui regardent tout, qui mettent des commentaires, etc. Et ceux qui en fait, moi le premier, quand je regarde des vidéos sur YouTube, c'est très rare que je mette des commentaires, même des j'aime, juste parfois j'adore une vidéo que j'ai regardée en mangeant ou un truc dans le genre, et le gars le saura jamais parce que je ne dis pas. Oui. Mais ouais, donc je pense que voilà, il y a on va dire une majorité silencieuse, et après du coup même dans la grosse majorité des gens qui regardent que sur YouTube, malheureusement pour le ratio est quand même correct, mais peut-être pour 50 personnes qui sont cool, etc., bienveillantes et tout, il y a peut-être une ou deux personnes un peu chiantes, un peu lourdes ou quelque chose comme ça, mais bon, généralement soit je les vois pas, soit si je les vois et que c'est vraiment à un stade trop énervé, je les sors de la chaîne parce que j'ai pas envie d'avoir cette ambiance-là. Et donc ouais, il y a cette grosse partie-là de la communauté, et après il y a la partie un peu plus cercle fermé, on va dire, qui vient sur Twitch, sur la chaîne secondaire, etc. Et eux, c'est ceux avec qui j'interagis le plus, parce que forcément, c'est plus simple de discuter en live avec des gens dans un chat. Et donc là, il y a plus justement cette bonne ambiance de, même si les gens sont pas d'accord sur des trucs, je crois que j'ai jamais eu de grosses embrouilles, ou même j'ai jamais eu à bannir quelqu'un sur Twitch parce que il est allé trop loin dans... Voilà, il y en a certains qui se sont fait bannir pour d'autres raisons, mais voilà, il y a jamais eu autour du catch, en tout cas autour de débats,
il y a jamais eu de débordement et tant mieux parce que bon voilà, ça veut dire que les gens sont à peu près tous. Après moi aussi de mon côté, voilà bon des fois sur certaines personnes, bon il y a des Braun Strowman, il y a des gars comme ça qui passent un peu parfois, j'y vais un peu de manière forte, mais la plupart du temps j'essaye d'être un peu cool sur les sujets, histoire de pas non plus attiser ce truc là quoi. Tu veux pas allumer l'étincelle et puis c'est. Ouais, voilà, bah après, oui, parce que si je mets un climat absolument horrible, non, c'est pas le but. Pour leur avis. Ouais, non, puis toi, après, tu vas passer une mauvaise soirée, bon, c'est pas le but, quoi, non plus. C'est oui, clairement. Dans la bienveillance et dans l'amour, quoi, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que moi, tout le monde sera d'accord avec toi quand tu parles de Snitsky. Ça, oui, tu vois, par exemple, parce que personne n'a un avis dessus déjà. Par des gens qui ont oublié. Donc finalement, mais si, il y avait un mec, attention, je crois pas ce qu'il vient de dire, parce que justement, sur les commentaires YouTube, il y avait un mec. Quand j'avais fait une vidéo sur Snitsky, ça l'avait fait vriller. Il avait ragé en commentaire en me disant « Ouais, ça fait 2 ans que je demande une vidéo sur MVP et tu nous sors une vidéo sur Snitsky. » Et il avait craqué parce que j'avais d'abord parlé de Snitsky avant de parler d'MVP. Donc tu vois, finalement, même pas. Même Snitsky fait pas l'unanimité. Peut-être la prochaine. Non, mais il y en a des fois, ils s'emballent pour des trucs. Bon, c'est pas grave. Hein. Et puis tu fais toi ce que t'as envie. Si t'as pas envie de faire une vidéo sur MVP, tu fais pas une vidéo sur MVP. Quoi. Ouais, voilà. T'es libre. Et bon, tout à l'heure, t'en parlais un petit peu, tu disais que le facteur chance, toi, en tout cas, t'avais beaucoup aidé pour te lancer et te faire connaître. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu autour du catch ? Est-ce que t'as des conseils ? Alors effectivement, comme je considère que le facteur chance est très important, je pense que le conseil principal que je dirais, c'est de faire des trucs, en fait, de faire quelque chose, quoi qu'il arrive, après, évidemment pas de se forcer. Et je dirais même de jamais se forcer à quoi que ce soit, dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui regarde que, je sais pas moi, que CMLL par exemple, que des trucs un peu niche comme ça, c'est dommage d'avoir une personne comme ça qui se dit je comprends bien que ça, les gens regardent pas assez, donc je vais parler de WWE parce que c'est ce que tout le monde regarde, quoi. Pareil avec le catch français, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent, mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant de faire des trucs dessus, et c'est pas pour autant que c'est pas possible de créer une petite communauté autour de ça. Et voilà, donc je pense que de toute façon, il y a toujours des gens qui sont en train de regarder des vidéos sur YouTube ou des shorts ou des reels ou peu importe. Donc le fait de créer quelque chose, quoi qu'il arrive, ça augmente la possibilité que tôt ou tard quelqu'un tombe dessus. Et après, dans le contenu en lui-même, je dirais d'essayer de faire... c'est un peu basique, mais de faire un truc un peu original dans le sens où, voilà, typiquement de la review pure et dure comme peut faire Sturi ou Ali ou je ne sais quoi, au format long, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui le font, donc peut-être que soit effectivement il y a le format court qui existe, qui peut attirer plus de gens, et des gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder une vidéo de 10 minutes pour regarder Raw, 2 minutes ça leur suffit. Donc d'essayer de faire un truc qui a pas forcément été fait, parce que moi c'est aussi là où j'ai eu de la chance, c'est que il y avait pas beaucoup de gens qui traiter des rivalités comme ça, on va dire un peu premier degré, dans le sens, généralement quand je raconte une histoire, je m'amuse pas à dire que telle décision a été prise créativement ou je ne sais quoi, c'est purement, dont on parlait tout à l'heure, c'est purement l'histoire qui est racontée, sans aller dans l'analyse plus profonde. Donc essayer de faire un truc un peu original, peut-être même si c'est un truc qui est fait en anglais ou à l'international, si c'est pas encore fait en France ou peu, je dirais de le faire. Ouais, pas avoir peur de se lancer, et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas après, au moins la personne aura essayé, et puis voilà. Ouais, voilà, et puis après effectivement la notion de marché, le truc c'est que en vrai, déjà des gens qui vivent d'internet, il y en a pas énormément, des gens qui vivent du catch, il y en a encore moins, même les catcheurs vivent pas du catch, donc donc c'est un peu triste. Mais ouais, du coup, je dirais que en fait, même je pense que les gens se rendent pas compte aussi que même avoir sur des longs formats ou des trucs dans le genre, ou même sur des lives, avoir 5 ou 10 personnes, c'est déjà quand même 5 ou 10 personnes qui se disent je choisis avec tout ce qu'il y a de regarder ce contenu-là. Après, moi le premier, des fois ça m'arrive de dire ce truc-là a moins bien marché, je suis un peu dégoûté ou quoi, mais c'est bien de toujours se rappeler que même si on a 100 ou 200 abonnés, c'est quand même 200 personnes qui se disent je vais regarder cette personne-là, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est des personnes qui restent fidèles à au contenu, et puis qui ont envie de regarder.
Totalement. Mais du coup, tu nous racontes plein d'anecdotes, enfin, tu nous en as raconté plusieurs, mais j'arrête de te demander, est-ce que tu as une nouvelle anecdote à nous partager qui t'aurait marqué, liée au catch ou à ton travail de créateur de contenu sur le catch? Est-ce que tu aurais un truc qui t'a marqué? Alors, qui m'a marqué. Alors, ça dépend dans quel sens, parce que là, je pense à une anecdote un peu nulle que j'ai d'ailleurs déjà. Ouais, bon, alors. On va dire une un peu nulle et une stylée. Un peu mieux. Voilà, ouais, stylée, oui, non, en vrai, voilà. Bon, donc, la première, c'est la fameuse anecdote de Clash in Paris où je me suis retrouvé à l'hôtel qui était juste à côté de la salle dans lequel il y avait les catcheurs. Donc déjà, forcément, situation où je rentre dans l'hôtel et où je vois des Bronson Reed et compagnie qui se promènent, etc. Bon. Et là, tu dis, faut pas que je m'évanouisse, reste naturel. Bah, surtout, oui, voilà. Surtout, je me suis dit, les gars, ils voient des gens toute la journée. Il y avait déjà des gens qui campaient devant l'hôtel. Ouais. Je me suis dit, ne serait-ce qu'aller lui demander une photo, je trouve que c'est... Gars, il est dans son hôtel. C'est un peu déplacé. Donc bon, je ne fais rien, je fais comme si c'était un client normal de l'hôtel, hein, ce qui est absolument pas le cas. Ça devait être dur. Oui, bah il y a eu aussi Bronson Reed, c'était quelque chose. Il y a eu Roman Reigns aussi qui passe en banal avec son agent de sécu en train d'aller. Allez, 2 fois, je l'ai croisé, sorti de l'ascenseur, etc. Oh, punaise. Mais bon, pareil. Bon, et en plus, je pense que Roman Reigns, très honnêtement, le gars qui va le voir, il se mange un stop de l'agent de sécu, c'est terminé. Ouais. Et donc, l'anecdote, ce n'est même pas ça, c'est que je rentre dans l'hôtel un soir et il y a un gars qui vient me voir, qui je pense me reconnaît, j'imagine, et qui me dit est-ce que tu sais qui y a dans l'hôtel? Donc moi, je pense qu'il me pose la question pour aller prendre des photos avec les catcheurs. Moi, j'ai pas envie de commencer à lui dire ouais, il y a Roman Reigns, vas-y, va le déranger. Donc je dis non, je sais pas. Et mec me dit gars, il y a Brock Lesnar. Et donc déjà, je fais ok, bon bah donc c'est un spoil immense parce qu'on est la veille de Clash in Paris, donc je me dis s'il est dans l'hôtel, c'est qu'il va être là pour le show. Et deuxièmement, je me dis, bon, ça va, Brock Lesnar, j'ai pas forcément envie de le voir à Clash in Paris, donc un peu chiant. Et finalement, je pense que ce mec avait totalement inventé le truc, puisque je vois pas pourquoi il aurait été à Paris si c'était pas pour être sur le show. Oui. C'est clair. Mais voilà, et il faisait, bon, ce gars, il était peut-être très gentil, mais malheureusement, je pense qu'il faisait aussi partie des gens qui restaient beaucoup devant l'hôtel pour attendre les catcheurs. Ouais. Un peu, pas envahissant, mais un peu anxiogène. Impressionnant, la foule. Ouais, on passait par le pont juste au-dessus là pour rejoindre. Et on avait vu les gens qui restaient, on était en mode je trouve que c'est un concept, mais. Bah c'est un peu spécial, c'est très anxiogène, je trouve. Ouais, surtout que c'est vraiment un lieu presque privé dans leur voyage, c'est l'équivalent de chez eux, quoi. Bah c'est ça. Mais est-ce qu'aux États-Unis aussi, ils se font suivre comme ça, enfin dans leurs hôtels ou pas, vous savez, ou c'était vraiment qu'en France ou enfin. Je sais pas du tout. Je sais pas si. Bah après, au vu des tweets des superstars féminines. Oui. C'est ce que j'ai dit. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, même si Punk, il avait. Ouais, parce qu'après aux États-Unis, les mecs qui font ça pour avoir des autographes et les vendre aussi. Oui, non, ça c'est un business. Ouais, ça c'est un autre sujet un peu plus énervant, on va dire, parce que ça, se faire un business là-dessus, c'est une dinguerie. Ah ouais, non, mais il y en a qui sont. Non, ils sont pas très honnêtes. Aurais-tu une anecdote peut-être un peu plus sympa, un peu plus joyeuse? Oui, c'est un peu plus joyeuse. En vrai, il y a un truc qui m'a marqué et que je pense je n'oublierai pas dans les rencontres avec les gens. C'est quand je suis allé à Backlash, du coup, en 2024. Il y a un mec qui m'a vraiment marqué et qui m'a même touché de fou. Parce que le gars est venu me voir et donc c'était à la fin du show, je crois. Et au début, je pense que c'est juste un gars qui veut discuter comme ça, voilà. Donc je lui parle et le mec vraiment me remercie énormément. Il me dit que voilà, il a passé une période difficile ces derniers mois, une rupture, etc. Et j'étais là, putain, mais c'est. Enfin, moi, je suis juste chez moi à faire des vidéos et comme je disais tout à l'heure, quand je poste une vidéo, après, je passe à la suivante. Et voilà. Et vraiment, c'est la première fois où je me suis dit, ok, certes, j'ai pas le métier le plus utile du monde dans le sens où je suis pas médecin ou pompier ou quoi, mais mine de rien, le fait de me dire qu'il y a au moins quelques personnes qui, en regardant les vidéos, passent un bon moment et arrivent même à juste penser à autre chose en rentrant chez eux le soir, je me suis dit, ok, ça, c'est quand même un truc trop cool. Et ce gars, typiquement, je pense, c'est l'un des premiers ou même le premier à m'avoir dit ça. Donc, je me suis dit, ok, c'est un truc que j'oublierai pas. Ouais, c'est beau. Puis, je trouve aussi ça donne un peu du sens, mine de rien, à ce que tu fais. Enfin, même si, évidemment, ça a du sens. Mais tu vois ce que je veux dire, pour toi, personnellement, tu te dis, ce que je fais, entre guillemets, ça sert pas à rien. Et c'est touchant comme
comme discours qu'il t'a donné, je trouve. Juste parce que vraiment. t'arrives à mettre des sourires sur la tête des gens, entre guillemets. C'est trop bien, en fait. Ouais, c'est ça. Puis même le fait de me dire que juste les gens qui ont envie de penser à autre chose, même peu importe la raison, bien sûr. Le fait de dire qu'ils choisissent potentiellement parfois de mettre une de mes vidéos et que même il y a des gens à Clash in Paris qui me disaient que, et c'est pas la première fois, qu'ils écoutent mes vidéos pour s'endormir le soir. Ah. J'étais là. En même temps, c'est un peu touchant et en même temps, je suis là, ça veut dire que je te fais chier, quoi. Ouais, c'est ça, je t'ennuie. C'est gentil, les vexants. Non. On s'endort pas devant les vidéos de Monsieur Hawkin, attention. Hein. Non, mais ça veut dire que t'as une voix peut-être posée et tout calme, mais c'est que tu berces les gens, en fait. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, personnellement, je fais partie des gens qui mettent des vidéos de gens que j'aime bien avant de dormir. Ah oui. Donc, ce n'est pas du tout parce que je les aime pas, moi, personnellement. Donc c'est un compliment. Voilà, ne le prends pas mal, je pense. Bon, je crois que c'est tout bon pour nous, il me semble. Non, il reste une dernière question projet, pardon. Justement. Allez, promis, après c'est fini. Est-ce que tu as des projets à venir, des collaborations, des vidéos, des événements dont tu peux nous parler? Alors, j'ai une idée, mais qui est malheureusement à l'heure actuelle vraiment au stade purement d'idée et de projet, on va dire, où j'aimerais faire... alors comment... Je vais être un connard, je vais en dire sans trop en dire. C'est un peu en lien, oui, c'est en lien avec les icebergs aussi. Et j'aimerais bien potentiellement faire quelque chose dans cette idée-là, mais cette fois-ci, peut-être ne pas être tout seul, faire un truc en collaboration ou voilà. Mais bon, encore une fois, et c'est toujours au stade d'idées et de projets. Et après, non, j'ai pas de grosses idées d'événements ou de projets ou de trucs comme ça, si ce n'est en fait typiquement des grosses rivalités. Si il y a un truc là, pour le coup, je peux tout dire, je sais que fin 2025 ou début 2026, je ferai une grosse vidéo pour raconter toute la carrière de John Cena vu qu'elle est finie cette année. Oui. Donc voilà, je sais qu'il y a... Ça va être beau, ça. Voilà, je sais qu'il y a ça. Mais après, non, sinon, en termes de projet, continuer ce que je fais, essayer de faire de plus en plus de trucs sur Twitch, sur la chaîne secondaire aussi, parce que, comme je disais, c'est un moyen un peu plus d'échanger avec les gens, d'être un peu plus proche des gens, donc voilà. Ok. C'est des beaux projets. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir la vidéo de John Cena parce que bon, je l'aime bien, donc j'ai hâte de voir la vidéo. Mais c'est vrai que je pensais tout à l'heure un petit entre guillemets aparté, mais je me souviens de la première vidéo que j'ai vue de toi et du coup, c'était la vidéo Iceberg, forcément. C'est celle la plus populaire, je crois, de toute manière sur YouTube, ouais. Non? Mais c'est comme ça que je t'avais découvert il y a 2 ans. Je sais plus, je cherchais des vidéos de catch et je suis tombée sur ta vidéo. Je dis tiens, je vais regarder. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis abonnée. Ça fait plaisir. Ouais, non, l'iceberg, pour le coup, c'est la vidéo dont on me parle le plus quand je rencontre des gens. La plupart des gens me parlent de cette vidéo. Pas de ces vidéos. Elle marque énormément, ces vidéos. Ouais, déjà, c'est, moi, au début, c'est bête, mais il y a 2 ans, je pensais pas qu'on pouvait avoir tout ça dans le monde du catch. C'est vrai qu'en plus, on n'était pas aussi impliqués que maintenant, actuellement, avec Ringside Story, mais, quand j'avais vu tes vidéos, j'étais en mode, mais c'est une folie, quoi. Les vidéos iceberg, c'est ouf. Donc, et encore, j'ai fait un tri dans les sujets parce que il y a encore des trucs. Sinon tu fais 5 parties de 3 heures. Ouais. Mais ouais. Bon, écoutez, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde aussi? Oui. Il me semble que c'est bon, on a posé toutes les questions. Merci, Monsieur Hawkin, vraiment, d'avoir pris le temps pour nous. Est-ce que tu peux nous dire, ou même si, nous on le sait, mais est-ce que tu peux nous dire à ceux qui nous écouteront où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Donc du coup, tu sors une vidéo tous les dimanches, c'est ça, sur YouTube? Ouais. Et puis je te laisse faire la suite sur Twitch, tout ça, s'il te plaît, si tu peux nous dire où on peut te retrouver. Ouais. Et donc sur YouTube, Monsieur Hawkin, sur Twitch aussi. Et après, pour les rediffusions de live sur Twitch, j'ai la chaîne secondaire Monsieur Quink. Voilà, après, maintenant, la plupart des échanges, on va dire, ou annonces, je les fais plutôt sur Instagram que sur Twitter. De raisons évidentes de... Voilà. Ne commençons pas sur Twitter. Voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir, c'est très gentil. Merci. Comme je t'ai dit, on on envoie le message et puis on voit si ça marche, tant mieux. Sinon, on aura essayé, mais ça a marché. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis de répondre à nos questions. Et puis, on a hâte de te suivre sur tes prochaines vidéos YouTube. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.